En Guinée-Bissau, la Cour suprême valide l'élection d'Oumaro Sissoko Embalo. Elle vient de rejeter les recours à elle adressés par Domingos Simões Pereira, le candidat de PAIGC. C'est le parti traditionnel qui domine l'échiquier politique national. Le groupe armé des ADF sème la terreur à l'est de la RDC. 30 soldats de l'armée régulière ont perdu la vie dans des combats. Les soldats avouent avoir repris le quartier général des insurgés dans la région de Bénin. Et puis, le Premier ministre éthiopien a rencontré le président sud-africain au menu des échanges entre Cyril Ramaphosa et Abiy Ahmed, les prochaines élections en Éthiopie et la construction du grand barrage de la Renaissance. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Plus aucun espoir pour l'ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau, Domingos Simões Pereira. La Cour suprême a purement et simplement rejeté les recours du camp du candidat malheureux à la présidentielle. Il est donc autorisé depuis ce dimanche la publication des résultats définitifs du scrutin. Les détails. La victoire d'Oumaro Sissoko Embalo en tant que nouveau président de la Guinée-Bissau bientôt officialisée. Le parti de Domingos Simões Pereira était arrivé largement en tête du premier tour, mais il a été desservi par le ralliement de ses adversaires derrière Embalo. Le candidat malheureux a contesté ses résultats devant la Cour suprême. Son camp dénonce des bourrages d'urnes au profit de Embalo ainsi que l'escamotage de vote aux dépens de Pereira. Mais dimanche, la Cour suprême a mis fin aux polémiques en rejetant ces recours et a autorisé la Commission nationale électorale à publier les résultats définitifs. Toutefois, aucune date n'a été fixée pour la publication de ces résultats. De leur côté, les observateurs ont estimé que la présidentielle s'était déroulée régulièrement. En effet, Embalo a recueilli 53,55% des voix au second tour le 29 décembre, devançant le candidat du parti historique et dominant, le PAIGC, Domingos Simões Pereira, crédité de 46,45% des suffrages, selon les résultats encore provisoires communiqués par la Commission électorale nationale. L'un des enjeux majeurs de cette présidentielle était la stabilité de ce pays de 1,8 million d'habitants en état de crise politique permanente. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État, 16 tentatives et une valse continue de Premier ministre. L'ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh, s'est fait entendre dans son pays depuis l'exil. Il réclame le respect de ce qu'il considère comme ses droits, en l'occurrence celui de rentrer au bercail. C'est à travers l'enregistrement d'une conversation de l'ex-chef d'État exilé désormais en Guinée équatoriale, une conversation avec un responsable de son parti qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Dans une conversation avec un responsable de son parti, enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux, Yahya Jammeh a, depuis la Guinée équatoriale, où il vit en exil, réclamé le respect de ce qu'il considère comme ses droits, et notamment celui de rentrer au pays. Dans cet enregistrement, l'ex-président, qui apporte son soutien à une manifestation prévue en sa faveur par ses supporters le 16 janvier prochain, exhorte ses partisans à réclamer des autorités le respect des engagements pris par les organisations africaines et l'ONU au moment de son départ contraint de la Gambie. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression. Il a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow. Dans un communiqué publié à l'époque, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies s'étaient engagées à œuvrer avec le gouvernement gambien pour le respect de la sécurité et des droits de Yahya Jammeh, et notamment celui de rentrer en tant que citoyen et ancien chef de l'État. Son retour est la principale revendication de ses sympathisants, mais l'actuel gouvernement indique que Yahya Jammeh peut revenir, mais comme simple citoyen.
Les suites à présent de ce drame, le jeune Ivoirien retrouvé mort mercredi dernier dans un train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris a été donc identifié par les autorités ivoiriennes. Il était en classe de 4e. Il s'appelait donc Annie Guibaï Laurent Batelemi. Il avait 14 ans. Les enseignants de l'enfant retrouvé donc mort à Roissy sont aussi sous le choc. On les écoute. C'est le mardi, lorsque les parents ont appris que l'enfant n'était pas au lycée. Le lundi, n'était pas venu à l'école. Le mardi, ils ont fait l'avis de disparition que nous avons affiché partout autour de l'établissement et à l'intérieur de l'établissement. Je n'ai pas retenu de grief de la part d'un professeur ou bien d'un membre de l'administration ou bien de ses camarades qui seraient venus se plaindre pour dire qu'il est brouillon, qu'il est perturbateur. En tant que personnel d'encadrement d'éducation, moi je ne lui reproche rien. Moi je suis affolé parce que les enfants, quand ils sont avec nous, nous devenons immédiatement leurs parents. Dans nos cahiers de charges, nous avons la responsabilité de la présence, de gérer la présence effective des mouvements des enfants. Moi je dis que c'est mon enfant. C'est mon enfant là, je me sens perdu. Je me sens perdu tellement le choc est brutal. Voilà donc pour ces précisions. Et on parle à présent de la signature dimanche dernier d'un accord entrant dans le cadre de la paix au Mali. 2 organisations armées du pays se sont accordées pour tenter de restaurer la sécurité dans la ville de Ménaka et environ. Il s'agit d'un foyer de violence meurtrière en tout genre dans ce pays. Au Mali, la ville de Ménaka et sa région font partie des vastes zones qui échappent largement au contrôle d'un pouvoir central. Les violences y sont multiformes, djihadistes, intercommunautaires. À cela s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. À présent, une initiative fait naître de l'espoir. 2 des mouvements qui sont implantés dans la zone ont signé dimanche à Ménaka un accord rendu public. Cette signature entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger est intervenue à la veille d'une réunion entre le président français Emmanuel Macron et 5 homologues des pays du Sahel, dont le Mali, autour de la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste et autour de la présence militaire française dans la région. La CMA et la plateforme conviennent de la cessation totale et immédiate de tout acte hostile et de la protection des personnes et de leurs biens dans les zones sous leur contrôle. Elles s'interdisent toute forme de violence et d'extorsion de biens en raison de l'appartenance politique ou ethnique. Les 2 organisations s'entendent également pour contrôler la circulation des armes, instaurer des patrouilles mixtes et créer ou rouvrir des postes de contrôle. Aussi ont-elles convenu de traduire en justice les criminels, de remettre ceux issus de leur rang et de mettre en place un organisme de justice incluant les mécanismes traditionnels de gestion de conflits. Elles s'engagent à œuvrer au retour de nombreuses personnes déplacées par le conflit et à celui des ONG dont elles assureraient la sécurité. La CMA est une alliance à dominante touareg d'anciens groupes rebelles. La plateforme est composée de groupes armés pro-gouvernementaux. Toutes 2 sont signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. On évoque à présent ce coup dur pour l'armée congolaise. Le groupe armé des forces démocratiques alliées, les ADF, lui a donc asséné un revers. Au moins 30 militaires ont perdu la vie la semaine écoulée dans différents affrontements. L'ADF sème la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo depuis des années. Mais l'armée congolaise est parvenue la semaine dernière à reprendre le QG de ce groupe armé à Madina, dans la région de Béni, au nord Kivu. Cet exploit n'a pas été sans prix. 30 soldats au moins y ont trouvé la mort et 70 blessés enregistrés. L'armée affirme avoir neutralisé du côté de l'ennemi 40 ADF, dont 5 leaders dans le territoire de Béni. Des armes ont également été récupérées selon la même source qui qualifie les ADF d'intégristes islamistes. Le 30 octobre déjà, l'armée congolaise a annoncé son offensive contre ce groupe armé accusé du massacre de plus de 1000 personnes dans la région de Béni depuis octobre 2014.
En représailles des ADF sur les populations, près de 150 civils ont été tués en novembre-décembre, d'après des sources officielles et civiles. Le 4 janvier, l'armée congolaise avait déjà reconnu la perte de 60 soldats en l'espace de 2 mois, ce qui porterait l'ensemble de ces pertes à 90 militaires depuis fin octobre face à ce groupe armé. Il a été annoncé samedi que l'armée congolaise arrive petit à petit vers Kamango, un des fiefs des ADF au nord de Beni, vers l'Ouganda. Il faut dire que l'axe Mbo-Kamango est au cœur d'une zone appelée le triangle de la mort en raison des exactions des ADF. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été accueilli à Pretoria par le président Cyril Ramaphosa. C'était dans le cadre d'une visite officielle. Les deux chefs d'État ont ensemble tenu une conférence de presse évoquant plusieurs sujets d'actualité. Les élections à venir en Éthiopie, le conflit en Libye, les attaques xénophobes en Afrique du Sud, voire la problématique du barrage du Nil, les sujets au menu de la rencontre du président sud-africain et du Premier ministre éthiopien étaient multiples et multiformes. Mais au cœur de tout ceci, une préoccupation majeure, la consolidation de la paix. Nous devons tenir des élections parce que nous faisons face à des défis que nous devons affronter de manière très démocratique pour se doter d'un gouvernement légitime. Il y aurait beaucoup d'excuses pour ne pas le faire. Mais à mon avis, le mieux pour les Éthiopiens et les partis éthiopiens, c'est de tenir ces élections dans les temps de manière pacifique et démocratique. Nous devons trouver des solutions africaines aux problèmes africains. La paix qui doit régner en Libye doit être une paix fondée dans le sol africain. Elle doit être recherchée et menée par l'Union africaine. Ce que nous voulons dire aux Éthiopiens qui sont ici, en Afrique du Sud, c'est qu'ils se rassurent. Le gouvernement sud-africain les protégera tous ceux qui sont sur son sol contre toute forme d'attaque. Ces attaques sont le fruit d'activités criminelles contre lesquelles nous prendrons des mesures fortes. Abiy Ahmed a saisi l'occasion pour demander au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa d'intervenir dans les négociations en janvier en tant que prochain président de l'Union africaine pour apaiser un différend de longue date avec l'Égypte. Ce au sujet d'un important barrage hydraulique que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Ce grand barrage de la Renaissance, qui doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, inquiète l'Égypte qui dépend du fleuve pour plus de 90% de son approvisionnement en eau. C'est un calme précaire qui règne en Libye depuis ce dimanche. Les protagonistes ont enfin accepté le cessez-le-feu. C'est le maréchal Haftar qui a annoncé le premier à avoir respecté la mesure. Le communiqué du gouvernement d'union nationale est intervenu quelques heures plus tard. Fayez El-Sarraj a indiqué dans un communiqué avoir accepté le cessez-le-feu en réponse à l'appel des présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine. Samedi, un peu avant minuit, les forces de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, ont également annoncé un cessez-le-feu à partir de ce dimanche à 0h, sans évoquer l'appel de Moscou et Ankara. Elles ont prévenu toutefois dans un bref communiqué que la riposte sera sévère en cas de violation de la trêve par le camp adverse. Des tirs d'artillerie ont été entendus peu après minuit depuis le centre de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, avant qu'un calme précaire ne règne sur la banlieue sud de la capitale, où les forces du GNA résistent depuis le 4 avril à une offensive des pro-Haftar. L'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu intervient après un balai diplomatique intensif cette semaine, conduit notamment par Ankara et Moscou, qui se sont imposés ces dernières semaines comme des acteurs clés en Libye. Erdogan et Poutine ont appelé mercredi à Istanbul à l'instauration de ce cessez-le-feu et samedi, la Turquie a demandé à la Russie de convaincre le maréchal Haftar de le respecter. Le maréchal Haftar avait pourtant annoncé jeudi soir la poursuite de ses opérations militaires tout en saluant l'initiative du président russe. Ankara, de son côté, a déployé des militaires en janvier pour soutenir le gouvernement d'union nationale, tandis que la Russie, malgré cette dénégation, est fortement soupçonnée de soutenir les troupes rivales du maréchal Haftar, qui bénéficient également de l'appui des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous referons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.